En allant au travail, je me remettais à pleurer dans la voiture avant de rentrer dans le régiment. Je séchais mes larmes, je rentrais dans le régiment, puis je voulais montrer à personne cette faiblesse, qui pour moi est une faiblesse, n'est pas forcément une faiblesse, mais c'est comme ça que moi je la prends. Et je voulais pas montrer ça aux gens, jusqu'au jour où en fait une personne du centre médical des armées m'a aperçu sur ce parking en train de pleurer dans mon véhicule, qui me connaissait très bien, et qui m'a dit écoute, tu viens avec moi, tu montres au CMA, il était au courant de toute mon histoire. Et de là, en fait, ils ont diagnostiqué une très grosse dépression suite à ce SPT. J'avais honte. T'avais honte? Honte par rapport à mes hommes, honte par rapport à mes chefs, honte par rapport à l'institution et honte par rapport à mes valeurs. La névrose de guerre, ça on la connaît depuis des siècles, c'est aussi vieux que la guerre. Mais d'arriver à expliquer aujourd'hui que c'est une vraie blessure physiologique, c'est quelque chose qui est nouveau. Voilà. Et donc ça semble important de l'expliquer, de le dire, aussi pour que vous disiez, voilà, c'est ok, je suis blessé. Et moi je l'explique aujourd'hui quand j'interviens devant vos camarades qui sont en régiment, les chefs de corps, les capitaines, pour leur dire, voilà, il y a une réalité de la blessure, c'est une réalité de la blessure. C'est-à-dire, en fait, le cortex préfrontal ne communique plus avec l'amygdale pour lui dire « calme-toi ». Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui sont cassées. Il y a des chercheurs néerlandais qui ont mis, qui ont en exergue au scanner, parce que, alors en France, on ne le fait pas, parce qu'on ne va pas passer tout un régiment complet au scanner avant la mission, puis après au retour de mission. Mais il y a des chercheurs néerlandais qui l'ont fait, et qui ont mis en exergue que sur les patients qui étaient atteints de SPT, il y avait ces lésions au scanner. Tous vous dites, c'est une marque de faiblesse. Moi, dans mon régiment, tant qu'on n'a pas un os qui sort, on n'est pas blessé. En fait, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que là, dans l'état actuel de la recherche, on est bien sur une blessure. Offerte en tout début. Ah, d'accord. Je pensais que ça allait mieux et j'ai retapé dans mes vidéos. Tourner, GoPro, tout ça, etc. Puis c'est là que ça a craqué. Et le médecin m'avait dit, écoute, une jambe, on sait que c'est 3 mois, sauf que pour toi, on ne sait pas quand la durée qu'il faut après pour la rééducation. Il m'a dit, c'est pas parce que tu penses que ça va mieux qu'il faut se remettre dedans. C'est pareil pour une fracture ou etc. C'est pas parce qu'on se sent mieux au pied, non, il faut attendre les 3 mois de rééducation. Donc on fait avec. J'aimerais bien que ça aille plus vite. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Ça, c'est le plus dur. Les camarades. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ce qui me manque, c'est l'esprit de corps, quoi. L'esprit de groupe. Ça, quand c'est perdu, quoi. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de venir un mois ici, quoi? Enfin, en montagne, quoi. Ouais, peut-être. Quitter Paris, quitter tout ça, les médocs et tout, là. Un mois ici, voir ce que ça donne. Les médocs? Ouais. Là, maintenant, dans ce moment-là? Parce que je suis tendue, en fait. Ah, tu es stressée? Je suis en hypervigilance, donc Par rapport à quoi? j'analyse tout, tu vois. Là, ils sont de à gauche, là, il y a les oiseaux, là, il y a le lac, là, il y a le télésiège qui monte. Enfin, j'analyse tout, en fait. J'ai été rapatrié sanitaire du Mali. J'avais des hallucinations visuelles et auditives depuis un certain temps.
Et quand je suis rentré en France, je devais rentrer juste pour un check-up de 4 jours au Val-de-Grâce à Paris. Et mes proches me disaient petit à petit, je déclinais en fait. J'arrivais, comme je suis là actuellement. Et au bout d'un moment, j'avais de plus en plus de mal à marcher. Réfléchir devenait très compliqué. Je me levais 1 heure par jour, j'arrivais à faire péniblement 2-3 trucs et je retournais me coucher parce que c'était l'enfer. Et on n'en parle pas tant que ça dans nos régiments et tout. On n'en parle pas du tout. En général, quand on a un blessé ou quoi, on dit voilà, il est blessé ou quoi. Et puis après, petit à petit, on demande au début des nouvelles. Puis de moins en moins, puis on oublie complètement. J'ai des potes qui ont coupé les ponts. J'ai plus de nouvelles du jour au lendemain. C'est ça, c'est qu'on veut pas voir, on le sait tous, mais on veut pas l'entendre. Dans le Crébat, cet atelier qui n'en est pas un, en fait, c'est vraiment un point d'étape. C'est pas un atelier comme les autres, avec l'insertion, avec les ressources ou avec les valeurs. C'est vraiment un entretien qu'on conduit de manière à, en tête-à-tête, faire un point précis du parcours du blessé, de toutes les démarches administratives qu'il y a à faire quand on est blessé en service. Et la blessure, elle s'est déclenchée... Oula, je fais la version courte. La version courte, c'est que j'étais au déchocage, on m'a demandé de me préparer pour recevoir un grand nombre de blessés. J'étais avec un médecin et en fait, d'après ce qu'on nous avait dit, le camp a été attaqué. Donc on a récupéré 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts. Au bout de 8, bon voilà. Et puis en fait, il s'avérait qu'en fait c'était un militaire de l'armée nationale afghane qui s'était levé pendant une réunion avec des Américains et qui leur avait tiré une balle dans la tête un par un et qui avait marqué Allahu Akbar sur les murs avec le sang des victimes. Et puis le soir, ils ont décidé de nous lâcher pour aller manger, mais ils ont fermé un des selfs sur les 2 pour interroger les Afghans du camp, pour trouver 2 talibans qui a priori se baladaient dans le camp. Et quand on est allé manger, le serveur a crié « Go out, go out ». Donc les Américains ont paniqué, ils ont piétiné tout le monde. Et puis les Belges ont balancé une table pour se protéger. Ils ont chargé leur PA et ils l'ont pointé dans ma direction. Et en fait, je me suis retrouvée entre les Belges qui pointaient leur PA. Et quand j'ai vu leur regard, qui avait l'air paniqué, quoi, je me suis dit, ça y est, c'est les talibans qu'on cherche qui débarquent et qui vont nous canarder, quoi. Donc je me suis dit, toute la boucherie qu'on a vue toute la journée, elle est pour nous. Donc j'ai eu un moment de dissociation, c'est ce que les psychiatres appellent de la dissociation, où je me suis retrouvée à l'extérieur de mon corps et où j'ai complètement été figée, sidérée, quoi. Et l'effroi le plus total. Donc ça a été le premier traumatisme. Puis après, il y en a eu plein d'autres, quoi. Un Afghan brûlé de la tête aux pieds qu'on n'a pas pris en charge parce que financièrement ça aurait été trop coûteux, donc on l'a renvoyé dehors. Il était brûlé au 3e degré de la tête aux pieds. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Un paquet de trucs comme ça. Ok. Je m'appelle Christine. Et donc j'anime cet atelier valeurs et CV et on va attendre quel est son prénom? Lara. On attend Lara. Et tout va bien. On va faire 2 exercices qui vont identifier. C'est une première identification, ça demanderait bien sûr plus de choses et plus d'exercices qu'on va pouvoir faire par la suite. Mais c'est une première identification que l'on fait au Crébat, qui a un effet starter, une première identification de vos valeurs. Alors il faut savoir que dans le cadre professionnel, l'engagement militaire, ça demande un certain nombre de valeurs parce qu'il y a des valeurs militaires. Les valeurs militaires, je les ai répertoriées et hiérarchisées en fonction des informations que j'ai récoltées. C'est intégrité, courage, loyauté, altruisme, autodiscipline. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce sont les valeurs militaires. Oui, c'est bon. On n'est pas loin. Et primauté de la communauté sur l'individu. Nickel. Non, ça va. Nickel. Donc mes informations sont bonnes. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont répertoriées ici, et vous en choisissez 7 qui vous correspondent. Après ça, on va réaliser votre CV. Le rôle principal de CV, c'est qu'on va transcrire votre expérience militaire en compétences civiles.
Et lorsque vous avez un stress post-traumatique, souvent vous perdez le sens de ce qui s'est passé. Combien de fois on entend « je suis une merde ». Je suis une merde, je comprends pas ce que j'ai fait, je comprends rien, il n'y a pas de sens dans le parcours, il n'y a pas de fil rouge. Et quand on reprend le CV, de façon excessivement chronologique, c'est-à-dire de votre formation initiale, et on remonte votre intégration dans l'institution militaire et vos dernières missions, vous allez voir qu'il y a un sens. Et par ailleurs, vous allez voir que vous avez fait plein de choses et que vous avez plein de compétences. Après, moi, j'ai mis écoute, empathie, compassion. Ça, c'est toi? Ouais. Ouais. Partage, simplicité et sécurité financière. T'avais coché quoi? T'en as pas coché 7 du coup, toi? Si, moi j'avais coché 7. J'ai mis ouverture d'esprit, Ouais. respect de la différence, partage, empathie, honnêteté, discipline et rigueur et qualité de vie. Innovation, bon ça, c'est pareil, c'est vaste. Hein. Est-ce que j'aime innover Non, j'aime pas innover. Non, j'aime pas. Non. Je sais que les valeurs que j'avais avant l'OPEX sont les mêmes. Par contre, elles sont moins fortes, quoi. J'avais un attachement à l'armée qui était sans conteste. Voilà, s'il aurait fallu donner ma vie, j'aurais donné ma vie. Aujourd'hui, c'est malheureusement plus le cas parce que j'y arrive plus et j'ai le sentiment que, voilà, je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai le sentiment d'être un peu lâchée par l'armée, par l'institution, qui devait me trouver un poste adapté et qui finalement ne me trouve rien, quoi. Et je suis obligée de partir dans le civil et ça, je le regretterais. Partir de l'armée dans cette... Enfin, comme ça, en fait, j'avais jamais envisagé ça, quoi. Ouais, quand tu veux. C'était pas un gars très proche, c'était un camarade quoi. Il a crevé dans mes bras. Je lui mettais la main ici, ça pissait terrible. Le temps que je lui mette la main, il avait déjà perdu 1 litre. Donc je sais pas si j'aurais pu faire grand chose pour le sauver. Mais disons que c'est moi qui lui ai demandé de venir sur ma position, m'appuyer pour qu'on continue à avancer sur l'ennemi. Donc j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça, mais bon, de toute façon, aujourd'hui non, parce que je me dis que c'est le boulot. Donc voilà, on a fait ce qu'il faut, on a enlevé le gilet pare-balles de mon pote, on y a fermé les paupières. Et puis comme on voulait pas le laisser là, on a fait ce qu'il faut pour le bouger, on l'a bougé, quoi, on l'a ramené. On l'a ramené à l'hélico, on l'a ramené en France. On se voyait pas laisser son corps aux mains de l'ennemi, là, c'est pourriture, ils auraient fait des photos. Enfin voilà. C'était quand même assez éprouvant, ouais. On s'est tous chiés dessus. Il y avait mon chef de groupe avait déjà fait l'Afghan, lui, avait déjà été au feu pas mal de fois. Il avait déjà tué, il avait déjà vu la mort, tout. Même lui, j'ai eu de la chance de vriller de suite, il y en a qui vrillent plus tard. Moi j'ai vrillé de suite, quand je suis rentré, ok, on est tous passés devant les docs, les docs ils m'ont dit, bah, c'est bon, toi t'es en arrêt. Ah oui, donc ils m'ont foutu direct 6 mois, hôpital psychiatrique à Bordeaux, toi c'est quand même assez hard. Bon, bah, peut-être à plus tard, je sais pas. Ouais, je redescendrai, ouais. Ok. Ça marche. À tout à l'heure.
Si je fais le point, jusqu'à novembre l'année dernière, en fait, jusqu'à ce que je prenne des médicaments, c'était pas un acte sexuel, entre guillemets, réglementaire. Et comment tu t'en es rendu compte? Quand j'en suis rendu compte, Ouais. bah, parce qu'en fait, au final, quand j'ai eu la partie médicaments et puis que j'ai voulu avoir un acte sexuel en fait avec mon épouse, et vu que j'étais plus adouci avec les médicaments, etc., tout ça, c'est là que je me suis aperçu en fait que j'étais en train de donner vraiment de l'amour. J'en ai sorti une cet après-midi là, une phrase, c'est j'épousais les courbes. C'est Vraiment le toucher, les choses comme ça, etc. J'avais vraiment envie de faire l'amour, mais il s'avère que l'acte s'étendait, et puis moi je sentais pas. Ouais. Là, c'est la petite pointe qui te fait monter puis qui te dit ah ça va arriver, ça va arriver, Ouais, ça va ouais, arriver. Ben, Rien. rien. Et au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter et lui dire écoute, je peux pas, je n'y arrive pas. Donc déjà, ça la fout dans un mauvais état. Toi, tu te sens con. Tu réessayes plus tard. Puis tu t'aperçois que que tu n'y arrives plus. Et tu n'en trouves plus après l'envie. Et puis après, t'aimes plus trop le faire. Après, il y a le sujet de la masturbation. Ouais, mais la masturbation, c'est la même. En train de t'essouffler avec les gouttes de sueur, etc., tout ça. Ouais, mais y a rien qui vient. Et voilà. Donc, au final, t'abandonnes. Tu lâches l'affaire en fait. T'as arrêté de te battre quoi, ça saoule. Je me dis que c'est à cause des médocs. Ma femme a besoin de se sentir désirée et moi aussi, je veux dire, c'est important qu'il y ait comme ce feeling. Et du coup, ça amène beaucoup de culpabilité dans les deux sens. Ouais. Et puis, et en fait, moi, là où c'est vicelard, c'est que je m'en suis même pas rendu compte. C'est-à-dire que les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, et tu te rends compte que ça fait 1 mois, 2 mois que t'as pas couché avec ta femme, et que t'en ressens même plus l'envie tellement ça te fout les boules, quoi. Ou tu le fais pour faire plaisir aussi. Non, pour faire plaisir, pour lui faire plaisir, je le fais. Le truc, c'est que tu veux même faire plus, plaisir, parce que ça cette peur de... après, toi, peut-être que t'as pas de... En fait, on devient un t'as pas de objet. plaisir. On devient un objet, quoi. C'est ça, tu rends le service, quoi. Tu fais le devoir conjugal, si je puis dire. Puis après, quand j'ai arrêté les médicaments, ça a été mieux petit à petit. Mais j'ai encore des soucis maintenant. J'ai des gros soucis de précocité. C'était super casse-couille. Alors, j'ai jamais connu ça. Et du coup, c'est encore toi en tant qu'homme, c'est là où ça t'atteint dans ton truc, c'est que tu satisfais plus ta femme. C'est terrible. Alors, t'essaies de tous les moyens que tu peux, mais au bout d'un moment, ça pose quand même un problème, quoi. Dans ta tête, t'es pas bien, tout ça, la mécanique, ça suit pas. Et c'est le cercle vicieux, parce que pour être bien dans ta tête, t'as besoin de voir une bonne grosse barre des familles qui, là, va te conforter, de te dire que ça va. Ouais. Je sais que c'est mon état, c'est les médicaments, c'est... voilà, c'est, toi, d'être blasé, tu vois. Elle peut avoir du plaisir, tu vois, de dire, ouais, ok. Mais moi, je m'en fous, quoi. Bon, l'avantage, c'est que moi, je peux durer encore plus longtemps, tu vois. Tu vois, ouais, des moments, si tu veux que ça dure, ça peut durer, tu vois. En vrai, je vais rester 1 heure, tu vois. Ouais, mais Sylvain, toi, t'as eu des moments de célibat, t'as changé de copine. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, ça aussi. Ouais, mais moi, dès le départ. Stéphane, lui, il est... Moi, ça fait 18 ans que je suis avec mon épouse. Ouais, Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et les sentiments sont pas pareils, peut-être, je sais pas. Moi, ça fait 5 ans, tu vois. Puis l'habitude aussi, tu vois, elle connaît sa femme. Et donc forcément, quand tu restes avec la même personne et que t'as plus après les mêmes sensations c'est sûr que ça fait un choc, quoi. Moi aussi, j'ai eu une période où je baisais pas. Ouais. Ah oui. J'ai même plus envie de baiser. Mais tout se passait. Ouais, mais t'essayes tout de même. Je sais pas, les médocs, moi, ça m'a jamais donné envie de baiser, quoi. Ouais. Moi, j'ai arrêté les médocs, même s'il y a plus de baise, pareil. ta vie, elle est minable, quoi. Enfin, c'est ce que je pense, quoi. La baise, c'est quand même top, quoi. Et ouais, moi, ça a mis le retour de Mali, il y a bien 6 mois, tu vois. 6 mois où j'avais pas du tout envie de baiser, quoi. Allez, je fais vous voir, 10 secondes. 1, 2, 3, 4.
Ouais, super ça. Allez. Allez, super. Allez, c'est juste les bras là. Allez, roulez-vous les cieux. C'est pareil, il faudrait peut-être se tenir vraiment comme ça. Allez. 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 Oui. Allez. Allez. Donnez-la, donnez-la. On va soulager. Ouais. Oui. Oui. Allez. Tête en avant. Roulez-vous, roulez-vous. Ah merde. Oui, là. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus. Ce matin avec moi, on va faire un atelier avec la méthode Lego Serious Play. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on donne des briques à un enfant et qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il va se servir de ses deux mains. Lorsqu'on se sert de ses deux mains, on va avoir la particularité de se servir de ces deux hémisphères du cerveau en même temps. Chose qu'on ne fait pas pour réfléchir. Et là, on va réfléchir, écouter et parler avec ses mains au départ à travers les Legos. Ce qui se passe d'autre dans la tête d'un enfant, c'est que du fait de la frustration, de ne pas avoir une quantité astronomique de pièces, mais il va pouvoir innover, il va pouvoir créer, il va aller chercher son imagination, et la frustration fait partie du processus. Et à chaque fois, on va avoir un temps où je vais vous poser une question, un temps où vous allez construire, un temps où on va partager et réfléchir. On va raconter une histoire. Vous allez avoir 10 minutes. C'est quoi l'amitié pour vous? Et vous pouvez utiliser toutes les pièces que vous avez devant vous, celles que vous voulez, autant que vous voulez. C'est quoi l'amitié pour vous? C'est parti. Lara. C'est un peu le monde des bisounours. Ok, d'accord. En fait, dans quelles que soient les différences, j'en ai un qui n'a pas de corps, j'en ai un qui a une couronne, j'en ai un qui a 3 yeux. Quelles que soient les différences de nationalité, de race, de n'importe quoi, on peut être amis, et même sur le point de vue hiérarchique, celui-là il est en haut, mais finalement, il est avec les autres. Ok. Et puis, tout ça dans le but d'être protégé, de se protéger les uns les autres, les difficultés de la vie, quoi. Ok. Et du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est pour dire que c'est un environnement bienveillant. Une base solide au début, oui. Ça l'est toujours, surtout quand on se rencontre, on partage les mêmes choses, pas mal de choses. Puis on rajoute des éléments dans la vie, ça devient de plus en plus fragile et à tout moment, ça peut s'effondrer et nous avec. Ok. Et même s'il y a une base solide, on ne peut pas reprendre. Déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quoi, c'était le dernier. Donc déjà, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on retient beaucoup plus facilement les morts que les vivants, que ceux qu'on a réussi à ramener en France. Et quand je vois la liste là, je me dis que pour 4 mois passés en Afghanistan, elle est bien assez longue. Après, il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que la réanimation a été très très longue. Ça a duré plus de 2 heures. Au final, il avait une balle dans la tête, donc on ne pouvait rien faire. Et j'ai un sentiment d'échec parce que même si on a fait tout ce qu'on a pu et qu'on ne pouvait pas faire mieux, et que je me dis, voilà, les gars, ils sont quand même partis sur le terrain tout en sachant qu'il y avait une couverture militaire et sanitaire derrière. Et ça suffit pas, quoi.
sommes sur un mont, une de crête. On a déjà monté nos murs de combat. On sait qu'on va y passer la nuit, donc on a fait une zone d'installation avec des murs suffisamment hauts pour s'y allonger et être protégé au minimum de tout éclat, de roquettes ou de choses comme ça, de tirs fusants. Je reçois l'ordre à la radio de mon chef de section qui, lui, n'a pas le même angle de vue que moi, qui n'est pas présent sur place. Donc je lui en veux pas. J'admets qu'il n'a pas le même angle de vue, mais il me demande de remonter les murs, car sur sa position, les murs ne sont pas suffisamment hauts. Et je lui dis que les miens sont suffisamment hauts. Je réfute l'ordre une première fois, je me fais remonter à l'ordre à la radio. Forcément, il y a énormément de monde à la radio, donc déjà c'est déjà bien vexant. Je sais qu'il va y arriver quelque chose. Mes hommes ont compris la radio, ils n'ont pas la radio, mais ils comprennent, on dirait, la chose. Et Jérôme Hans me regarde et il me dit, il faut remonter le mur. Je dis, je suis désolé les gars, mais oui. Il passe à peine ce mur, il ramasse une pierre. Il crie. Au début, on croit qu'il pète les plombs. On se dit, mais il est complètement cinglé, on se regarde tous, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'écrie, mon dos, mon dos, mon dos. Il tombe au sol. Puis c'est là qu'on comprend. On nous apprend, dès qu'il y a un gros écoulement de sang, c'est l'hémorragie. Donc les premiers gestes qu'on fait, c'est d'y mettre les mains pour arrêter ce saignement. Et forcément, en appuyant, c'est là qu'on aperçoit la graisse sortir. C'est de couleur jaunâtre, ce sang et tout ça. Il est en train de me demander s'il va mourir. Je suis obligé de lui mentir parce que je suis pas médecin. Après ce qui s'ensuit, c'est pas dur, c'est l'intensification des feux. On dégage la personne, on est obligé de descendre le mouvement de terrain, on est obligé de le porter. Et puis on le voit partir, et puis après on n'a plus de nouvelles. C'est un retour en France et pendant le reste de la mission, puisque comme je l'avais dit, on avait passé la nuit. Peut-être 2-3 jours après, en fait, on apprend qu'en fait qu'il est rentré en France et que tout va bien pour lui, quoi. Mais mes hommes, individuellement, peut-être étaient prêts à ce sacrifice ultime. Mais moi, j'étais pas prêt à autant de responsabilités quand mon mec s'est fait blesser. Quand l'autre a pris la roquette par rapport à ce mur et ces responsabilités, en fait, au final, c'est que de la culpabilité après. On exprime beaucoup de culpabilité. On s'en veut. Et je suis même capable de te dire, c'est que j'aurais bien aimé la prendre à sa place. Je me compare à mon grand-père qui a perdu, je sais pas, une trentaine de potes. Et je vais dire quoi? Moi, je suis une merde à côté de lui? Ben non, je suis pas une merde. Moi, j'ai fait mon taf, il a fait son taf. Et toi, t'as fait ton taf. On a tous fait notre taf. Et on l'a bien fait. On a souffert et maintenant, voilà, maintenant la souffrance est finie. Maintenant, la souffrance est finie. Moi, j'étais juste caporal, hein. Moi, j'étais GV, hein. Toi, t'étais chef de groupe. Toi, t'as commandé un groupe au combat, quoi. Alors, va pas me dire que t'avais pas des épaules, parce que c'est pas vrai. Des épaules, tu les as. Tu les as parce que pour commander un groupe au combat, il faut avoir des épaules. Déjà, pour être militaire, il faut avoir des épaules. Et alors, en plus, pour être chef de groupe, tu les as, les épaules. C'est toi, le mec qui a des épaules. Pourquoi? Mais pourquoi? T'as fait l'Afghan, j'ai fait le Mali, c'est quoi la différence? Quand j'étais chef de groupe, la différence, c'est que ce qui me donnait la force, c'était mes gars. Ouais, mais maintenant, là, pense à toi. J'ai plus mes gars. J'ai plus... je comprends. Mes caporaux, enfin tout. Accepte. Tous ceux qui étaient là et qui me disaient, vas-y sergent, si t'es pas devant, nous on te suit pas. Et c'est ça qui me donnait la force. Je comprends, tu vois, je te comprends. J'ai ramené mon pote, il restait encore des méchants à buter. Il restait Abou Zaïd. Ce jour-là, il y avait Abou Zaïd dans le bunker. Moi, j'aurais voulu aller le buter baïonnette au canon. Et on l'a pas fait. Et je m'en suis voulu pour ça. Je me suis dit, je suis une merde parce qu'on aurait dû aller tous les buter. Et non, bon, j'ai ramené le corps de mon pote, j'ai ramené le corps à sa famille. Je me dis, bon voilà, t'as bien bossé, mais tant pis pour le reste. T'as ramené tous les mecs de ton groupe? Moi, ça, c'était mon maître mot.
de ramener tout le monde. Mais alors, mon gars, t'as ramené tous les mecs de ton groupe. Mais putain, mais c'est énorme. Tu dis que t'as pas d'épaule. Putain, tu te sous-estimes un peu, je trouve. Parce que t'as ramené tout le monde, mon gars. T'es un bonhomme. Putain, je commence à être sec, là. je suis dégueulasse. On va rentrer. Ah là là là. Il faut avoir des réflexes assez importants, hein. Là, c'est les traitements qui ralentissent le cerveau, là. Je devrais avoir 6 points d'avance, normalement. Ah, comment ça? Bah parce que avec les traitements, je te ralentis, moi. C'était moche. C'était moche. C'était moche. Ça me rappelle l'Afghan, c'était pareil. Grande plaine comme ça avec des montagnes. T'as ton instinct qui dit de regarder à tous les points clés, mais c'est apaisant parce que tu vois des animaux. Et c'est un bon facteur pour te dire s'il y a du danger ou pas. Même le vélo, ça rappelle un peu les convois, le fait qu'on est, voilà, on essaie de garder en visu celui de devant, celui de derrière, la communication et tout, mais dans un autre contexte. On a encore ces petits automatismes qui restent, d'essayer de ne pas perdre le groupe, mais on essaie de voir les choses autrement. En se disant c'est pas grave, au pire, si je les vois pas, il n'y a pas de danger. C'est ça vraiment qui est dur, c'est de se dire il n'y a pas de danger. Je vais y arriver, Putain, mais c'est papillonland ici. Il y a que des papillons partout. C'est ça. Putain, des talibans. Mais là, on est mal, mon gars, je te dis. Ah, là, t'es dans une cuvette, mon gars, t'es mort. Bon, là, ils sont au-dessus, c'est mort. C'est pas très bon de s'être arrêté là. Ouais. On va se prendre une embuscade, là. Arrête, chauffe pas. Mec, on est dans une cuvette. Ah, ça va les remettre dedans. Contact à gauche. Contact. Contact arrière. Il y a certains camarades qui disent ouais, mais les autres ils comprennent pas. Et forcément qu'ils comprennent pas, ils n'ont pas vécu. Mais c'est pas, voilà, tu peux échanger d'autres choses avec eux, quoi. Enfin, les gens, de toute façon, les gens comprennent ce qu'ils ont envie. Mais bon, il faut pas rester seul. Faut pas s'enfermer, c'est pas bon. Tu gamberges, tu penses qu'à ça, tu picoles. C'est pas, du coup, ta vie, elle devient un peu à chier, quoi. Voilà, ouais, moi, les psychologues, enfin, surtout Romain, là, il m'a vraiment aidé, quoi. Il m'a vraiment aidé. Il me donnait des pistes à chaque fois. Essaye ça, machin. À chaque fois que j'ai eu un entretien avec lui, ben, c'était génial. Je sortais de là avec une patate. J'avais envie de d'entreprendre des trucs, reprendre des trucs en main. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Merci à l'armée française quand même d'avoir mis tout ça en place. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme je disais tout à l'heure, là, toute ma famille a été blessée de guerre. Le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-père, bah, ils n'ont rien eu, quoi. Il n'y avait pas de psy, il n'y a aucun droit, quoi. Mon grand-père, lui, a la haine contre l'armée française, quoi, parce qu'ils l'ont complètement abandonné, quoi. Il s'est quand même battu pour la France, et c'était son pays, tout. Il a été blessé et il est passé plusieurs fois en commission pension militaire d'invalidité devant des petits tocards d'officiers qui sont jamais partis et qui lui disaient qu'il avait rien fait alors qu'il a fait 2 ans d'Algérie, il a été blessé, quoi. Et il t'en parlait? Ouais. Ouais. Ouais, mon grand-père m'a tout raconté.
Mon grand-père a vécu toute sa vie en état de stress post-traumatique. J'en avais pas conscience à l'époque. Mais là, depuis que ça m'a touché moi, ouais, mon grand-père, 60 ans après, non, quoi, c'était en 60, 50 ans, quasiment 60 ans, quoi. Quasiment 60 ans après, il fait encore des cauchemars, quoi. Tu vois, Et tu te retrouves chez lui? Ouais. Mon grand-père est complètement en état de stress post-traumatique. Et toute sa vie, il a parlé que de l'Algérie. Il y a que l'Algérie, quoi. Il y a que la guerre d'Algérie. Tu vois, des fois, il m'appelle la nuit en pleurs parce qu'il refait des rêves. Bon, il a vécu des trucs, bon, j'en parlerai pas, bon, des trucs de guerre, quoi. Des trucs vraiment salaces, quoi. Et mais bien sûr, on n'est pas des robots. Hein. Moi au Mali, là, tu sais, mon pote il a crevé là dans mes bras là, et j'étais rempli de sang là pendant 10 jours. Déjà le temps de finir la mission, tu vois, ils m'ont pas changé de treillis, j'avais du sang partout, tu vois. Et le sang ça pue, tu vois. Et après, ben, ça m'arrivait la nuit, quand je me réveillais de faire des cauchemars, je sentais comme si j'étais rempli de sang, quoi. L'odeur elle me quittait plus, quoi. Et pendant 6 mois, 1 an, ça me le faisait. Et ça t'arrivait pas genre de devoir allumer la lumière pour vérifier que t'étais bien chez toi? Ouais. Je faisais chez mes parents, je faisais des rondes la nuit en machette. Ouais. En plus, mes parents, ils habitent juste à côté du 5e RHC. Donc t'as les hélicos qui passent toute la nuit. Et en plus, quand ils font les manifs de nuit, ils passent juste au-dessus de ma piole. Donc, toutes les nuits, t'es en train de faire des cauchemars, t'as les hélicos qui passent. Ouais, c'est pire. En Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivé dans les backpacks, en fait, les backpacks, c'est les endroits où tous les étudiants ou les travailleurs de l'étranger viennent en Nouvelle-Zélande pour bosser. Et en fait, ils sont 4 ou 5 dans la même piole. Et quand je suis rentré dedans, en fait, il y avait la même odeur que dans les maisons afghanes. Exactement la même odeur. Et quand je suis rentré dedans, je me suis dit, ouais, non, là, je peux pas rentrer, quoi. Mais c'est les petits détails. Et à chaque fois, paf, ça te met des petits coups de rappel, quoi. Mais moi, c'est un peu comme quand je suis à la maison, c'est plutôt quand je sais que je dois aller faire... Alors, j'adore ça aussi, ça, tiens. Ça va bien passer aussi, ça, tiens. Les courses. Oh, putain. Ouais, mais ce qui m'agace, moi, c'est surtout quand on va voir les psychologues ou les psychiatres et puis qu'ils nous posent la question... Vous allez faire les courses? Oui, mais tu sais, moi, faut bien que je le fasse par obligation, j'ai toute une famille à nourrir, etc. Faut bien aller faire, les courses. T'as pas de drive chez toi? Dans le drive, tu ne trouves pas tous les produits que tu peux avoir dans un magasin. Je suis complètement d'accord. Ah, mais c'est un bon palliatif pour éviter les grosses surfaces où moi c'est mort, tu vois. C'est pas dur les grosses surfaces, faut y aller à l'ouverture. Moi j'y vais à la fermeture. Faut y aller aux ouvertures. Oui, moi j'y vais à la fermeture. Faut y aller aux ouvertures. J'y vais une demi-heure avant la fin. On va dire que je vais y aller demain. Ouais. Si demain je me sens pas, je n'y vais pas. Bien sûr. Je vais attendre 24, 48, 72 heures quand je me sentirai bien d'y aller. Bien sûr. Puis il me faut un petit parking là où je sais pas, je serai pas oppressé. Où je serai pas là en train de rencontrer des regards. Ouais. C'est où je rencontrerai pas des gens avec un certain code vestimentaire qui me fera penser à l'Afghanistan. Mais simplement le fait d'y être allé dans la journée, vu que j'aurais accumulé du stress pendant ce déplacement, etc., bah, au final, le soir, j'arriverai pas à dormir. Ouais, d'accord. Pareil si je dois aller en ville. Ouais. Ne serait-ce que pour faire l'opticien, l'ophtalmo pour mes gosses, etc., aller voir un médecin, etc. C'est exactement la même chose. Alors là, le pire, c'est que c'est un rendez-vous obligatoire. Oui. Donc, tu es forcément obligé d'y aller, que tu te sentes ou que tu te sentes pas. Tu dois y aller. Paf, tu rencontres la population, etc., tout ça, bah, hop, le soir, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, t'arrivais pas à dormir? Non, j'ai pas moi, je m'apercevais au bout d'un moment qu'il fallait peut-être que j'aille me coucher, parce que, Il fait jour. Ouais, voilà. Après, tu vas te coucher, puis tu lèves les pieds ça m'arrive aussi, ça. J'ai une question. T'as une voiture? Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu dois prendre la voiture et aller faire des trajets? Est-ce que t'as des sensations ou autre? Non, je me sens chez moi. Ouais. Moi aussi. Dans la voiture, je me sens chez moi, je me sens vraiment à l'aise, ça se passe très bien. Maintenant, sur le trajet, je te cache pas une chose, c'est que le comportement m'énerve et là, je monte en tension. Des autres. Je serais capable de sortir de la bagnole, d'attraper le mec, etc. Mais heureusement, j'ai une partie de moi-même qui dit que faut pas le faire parce que on va s'attirer des ennuis. On va s'attirer des ennuis. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup, tu prends. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi stressé et à fleur de peau.
C'est parce qu'en fait, j'ai tellement emmagasiné et je continue à emmagasiner. Puis, bah, je sais pas. On va dire que pour l'instant, j'ai la chance de ne pas avoir frappé ma femme. J'en ai connu des innocents. Ça m'est arrivé sur l'autoroute, moi. Un gars qui me suivait de trop près, quand je doublais, suivait beaucoup trop près, il m'a fait des appels de phare. Ça m'a tellement énervé. Je dis, putain, le mec, c'est un ouf, il est arrivé comme une balle. Je l'ai laissé passer, et après, en furie, je l'ai rattrapé. Et là, je le collais, mais je te jure, j'étais à 2 cm de sa bagnole, à l'arrière, sur la voie de gauche. On roulait à 200. Hein. Mais là, t'as cherché le risque. Volontairement, tu savais non, que je voulais le foutre en l'air parce que c'est un danger, les mecs. Voilà, il peut tuer les gens, comme s'il voulait me tuer, quoi, le mec, quand je doublais. Mais à ce moment-là, c'est toi qui devenais le danger. Parce qu'imagine, tu le tamponnes, il a Non, mais je veux dire, c'est un danger qui part. Je le bute, tu vois, hop, un danger en moins. Okay. Tu t'es mis sur la défensive. Oui. Bah, moi, je te comprends carrément. Hein. Moi, je te vois dans tes convois, tu dois avoir le même genre de réaction. Mais ça vient de ça. Après, j'ai vu le psy qui m'a dit, mais ça vient de ça. Une fois le convoi en tête de queue, en Afghan, bah, t'es comme une furie derrière la tape là, en train de foutre des coups de laser pour prévenir. Ouais, les warning shots et tout pour. Si tu sens que ça devient tendu. Et encore, tu dis warning shot, c'est de la connerie ça aussi. Ça. Hein? Ah, tu rigoles, mais excuse-moi, mais moi j'en ai pas fait un seul. Ouais. T'as beau te trouver en tape arrière ou n'importe quoi, c'est de la grosse connerie. Pourquoi? Parce que bah, en fait au final, tu vas pas tirer sur une famille ou n'importe quoi, etc. Quand tu te retrouves en arrivant sur Kaboul et toute la circulation est présente et tout le bordel, tu peux rien faire. Tu peux pas te permettre. Je suis tout à fait d'accord. Un jour, j'aurais dû. Il y avait un véhicule qui arrivait, enfin tous les véhicules qui arrivaient dans l'autre sens étaient sur le bas-côté. Ils savent qu'il faut pas bouger quand on circule, putain, ils le savent très bien. Et ben il y a un véhicule. Et d'où ils le savent? Ben, c'est marqué en arabe, c'est marqué partout, ils le savent. D'où c'est marqué? Dis-moi où c'est que c'était marqué dans ce cas-là. Ils le savent, ils savent. Mais non, ils le savent la pas. route. Ils sont chez eux, c'est nous qui sommes arrivés, qui avons imposé la chose qu'on voulait. Oui, mais le problème, c'est que... On n'a pas averti un pays en leur disant, écoutez, maintenant vos routes, elles vous appartiennent plus, on fera ce qu'on veut. Je suis d'accord. On est bien d'accord, mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que j'aurais dû flinguer le mec dans sa bagnole. Je regrette aujourd'hui d'avoir fait l'Afghanistan. Pour ma famille, je regrette de l'avoir fait. Bien souvent, quand je pars un peu dans mes pensées, etc., je suis un peu fixé tout partout et... j'ai ce petit bout de chou qui vient à côté de moi, qui me touche, puis qui... Papa, ça va? Puis du coup, il me ressort de tout ceci, puis je souris, et puis je lui fais une petite caresse sur la tête, parce que, en fait, il vient de m'aider, parce qu'il m'a ressorti du contexte. Mais il sait pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il vient comme ça et puis qu'il me pose cette petite question pour pouvoir me sortir. Il m'aide, il m'apporte une aide. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Et je sais qu'il le fait lui-même. Et il m'a jamais posé de questions par rapport à ce qui s'est déroulé là-bas. Peut-être qu'il le fera plus tard, en tant qu'ado. Mais aujourd'hui, il sait que son papa est... Je veux dire, tout le monde emploie le terme blessure pour le SPT, mais... Pour lui, je suis malade. Une petite anecdote pour tout ceci, c'est qu'un jour, mon épouse savait que je picolais quand j'étais au boulot et... Elle savait que j'allais accepter, en fait, quand elle m'a posé la question, de me demander de passer au McDo. Donc j'y suis allé. J'ai ramené ce McDo, certes, dans un état de conduite qui n'était pas autorisé. Mais je suis quand même rentré chez moi sans avoir provoqué d'accident et j'ai servi ce McDo sur la table et tout le monde a mangé. J'étais tellement bourré que je me suis endormi la tête dans le sandwich, dans le hamburger. J'ai mes enfants qui se foutaient de ma gueule, qui ont pris des photos, etc. Quelle image! Quelle image! Si ma famille ne peut pas vivre correctement par rapport à ma présence, quitte à laisser un héritage par rapport aux assurances, à la prévoyance, quitte à m'en mettre une, je m'en mets une. Si je perds ma famille parce que ma femme me quitte, je vivrai avec quoi? Autant m'en mettre une. Attention pour les couleurs. Envoyez.
Tu veux du cardio, tu vas en avoir. Allez, 10 secondes, allez. Allez, même s'il en reste 2 à faire, c'est pas grave. Chaque effort, c'est une récompense. C'est ça qu'il faut se dire. C'est bon. Faut boire un coup et on recommence. T'as envie de voler ? Vous allez construire. Qu'est-ce que vous retenez déjà de cet atelier? Qu'est-ce que vous retenez de ce stage du Crébat qui vous sera nécessaire pour aller plus loin dans vos objectifs, vos projets? Et là, je vous laisse 10 minutes pour construire, avant qu'on partage ensemble. C'est parti. Lara, ouvre le sachet, mets tes mains dans les Legos. J'ai représenté un petit bonhomme là, avec un pied levé. Ensuite j'ai élargi, j'ai mis 2 yeux, tournés vers l'avant, plus large, parce qu'il a une vision de la vie beaucoup plus large. Il sait où il va. Et il a des obstacles devant lui, mais ces obstacles ils sont transparents maintenant. C'est plus vraiment des obstacles. Donc il voit derrière. Et derrière lui, une espèce d'énorme fardeau, mais qui n'est pas rattaché à lui, qui reste derrière. Donc c'est derrière lui, c'est son passé. Et on voit un œil tourné vers l'arrière, avec un petit peu vert, qui symbolise en fait un regard positif sur son passé. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Ce que je retiens du Crébat, cette semaine-là, et de ce que j'attends du Crébat pour l'avenir, et de ce que j'ai besoin, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas faire ça seul, c'est d'un accompagnement pour pouvoir gravir ces étapes et m'amener au triomphe. Ok. Voilà. C'est pour ça que la base est représentée ici, car pour l'instant il n'y a pas de base, tout est fébrile. Ok. Voilà. Merci Stéphane. Sous la plaque noire, je sais qu'on se base de là, mais dessous j'ai mis des plaques rouges, ça représente tout le sang qui a coulé, que j'ai plus envie de voir couler. Okay. Après j'ai mis du vert parce que moi j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'espace. Là j'ai mis un petit pont avec une rivière, parce que je passe la plupart de mon temps au bord de la rivière à méditer, à pêcher, avec mon petit pont. Ça c'est ma mère, qui sera toujours là, quoi. J'en ai besoin aussi, et ça me rassure. Ça, c'est le rose, c'est l'amour. Voilà, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'en donner. Et là, c'est moi qui prends mon envol. Voilà, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai bien bossé, et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est mes drapeaux, quoi. Ok. Voilà. Mon parcours d'ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est reprendre le sport, ça c'est clair. D'accord. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens ici qui m'ont aidé à reprendre. Merci Audrey. Et puis le cas du dig et tout ça, donc il faut que je m'y remette. Et puis après, faut que j'accepte de quitter l'armée. Et puis de voir vers l'avant. Avec une passerelle, je suis désolée, c'est trop dur. Prends tout le temps. Avec une passerelle pour convertir tout ce qui est militaire en civil, quoi. Okay. Et puis essayer d'aller de l'avant. Voilà. Merci Lara. De rien.
Alors on va ouvrir, on va se mettre face à la montagne. Hein, ouvrons le cercle, on reste liés. L'idée encore, hein, ce symbole, c'est que avec ce drapeau qui indique qu'on ne vous lâche pas, et bien très nettement, c'est que vous voyez, la montagne, c'est autant de chemins possibles, autant d'objectifs possibles. Alors c'est pas la montagne, c'est compliqué, hein, c'est dur. Il y a des objectifs, il y a des obstacles à surmonter. Et voilà, grâce aux clés, aux outils qu'on vous a donnés cette semaine, eh ben, il faut essayer de les surmonter pour atteindre vos objectifs et le sommet que vous vous fixez. Alors on accueille votre totem qui va vous accompagner, pendant le parcours qu'on vous propose maintenant. À un moment ou un autre, j'aimerais savoir quel poids il pèse quand même, je sais pas là. Accroche. Allez, c'est bon ça. Allez Lara, on monte pas sur toi. Là c'est fait en tête, là c'est ton challenge. Et toi là-haut, c'est toi, c'est toi. Toi là-haut.